We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, c'est Simon de Sens Vitae et aujourd'hui je suis heureux de me trouver en compagnie de Dr Adolphe. Bonjour Dr Adolphe. Bonjour Simon. Comment ça va? Ça va. Bon, on est dans son cabinet vétérinaire ici à Antananarive, Madagascar. Est-ce que tu peux nous le présenter? Le cabinet alimentaire Yvette, encore abrégé sous le terme de cabinet Yvette, c'est un cabinet qui est tout récent, qui date d'avril 2022, c'est-à-dire ça ne fait que 10 mois qu'on est là. On est situé en Cadva, dans le 3e arrondissement, dans la capitale, Antananarive, ici à Madagascar. D'accord, alors ce qui est remarquable, c'est que Yvette en fait a une signification, ça veut dire Elementary Veterinary en anglais. Bon, alors pardonnez-moi pour mon accent. Quelle est la signification de ce nom? Alors, on a choisi le terme elementary, c'est parce que c'était dû à deux choses en fait. Premièrement, le cabinet il a été créé avec des petits éléments, ok, des petits rikiki, ok, comme tout, ok. Et ça, c'est cet assemblage de petits éléments qui a permis la formation du cabinet. D'où le terme élément. Et puis deuxièmement, on a choisi aussi le terme élémentary parce que en général, dans le diagnostic des maladies qui concernent les animaux et peut-être aussi chez les humains, la cause des maladies est essentiellement des choses élémentaires, c'est-à-dire des toutes petites choses qui peuvent créer un tas de dégâts, un tas de symptômes. Et c'est dans ce sens qu'on a appelé le cabinet elementary, dans l'optique de trouver quelle est la vraie cause des maladies qui atteint les animaux. D'accord, donc il y a un vrai sens profond à son nom, c'est très intéressant. Et alors quand on voit ce nom Elementary Veterinary, en fait ça nous fait penser à Sherlock Holmes. Oui. À Sherlock Holmes qui fait son enquête en fait pour déterminer l'origine de la maladie. D'ailleurs il y a le slogan qui est écrit sur la devanture qui est Élémentaire, mon cher propriétaire, on l'a tiré de la phrase de Sherlock disant élémentaire, mon cher Watson. voilà, donc ici nous sommes des détectives au service de la cause animale. Mais on aimerait savoir autre chose, docteur Adolphe. Pourquoi toi, tu as décidé de faire ce métier? Alors, j'ai décidé de devenir vétérinaire parce que quand j'étais un peu plus jeune, vers l'âge de 6 ans, j'avais un petit chiot. Ce petit chiot, je l'ai recueilli comme ça, je l'ai trouvé. Or, mes parents, ils ne voulaient pas que j'élève un chiot parce que c'était un peu compliqué par rapport à la vie familiale et tout, et que c'était la première fois qu'on pouvait élever un chiot dans la famille. Alors, mes parents, ils m'ont interdit de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le chiot, je l'ai emmené chez un ami qui vivait pas loin. Je lui ai donné de la nourriture tous les jours parce que je voulais vraiment l'élever pour moi tout seul. Et qu'est-ce qui s'est passé après? 3 jours après, quand j'ai emmené sa nourriture, j'ai vu que ce chiot, il était malade. Il avait une grosse plaie sur le dos. Et qui plus est, il y avait des asticots, des vers, ok, juste au niveau de son dos. Et je pouvais rien faire et ça m'a rendu un peu triste. Et dans ce sens, et en revenant juste après, j'ai vu le chiot, il était décédé, ça m'a rendu triste. Et un peu plus tard dans ma vie, vers l'âge de 16 ans, quand j'étais au lycée, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré pour la première fois la série, le film créé par David Shore, intitulé Dr House. Et aussitôt que j'ai vu le film, c'était le coup de foudre et je voulais devenir médecin. Ça, c'est une belle histoire, telle qu'on les aime. En tout cas, ça nous touche au cœur et c'est vraiment intéressant de voir la profondeur en fait des démarches comme ça des personnes, des vétérinaires. En tout cas, vous savez qu'ici chez Yvette, vous rencontrerez un docteur passionné et qui a créé son métier pour sauver les animaux. Alors, docteur Adolphe, peux-tu nous dire quels sont les services et les produits qu'on peut trouver chez toi? D'accord, alors ici au cabinet Yvette, en Cadvat, on peut faire tout ce qui tourne autour de la consultation, les vaccinations, les déparasitages, quelques analyses complémentaires par rapport à la santé des animaux. Puis après, on peut aussi faire tout ce qui est chirurgie et tout ce qui est assistante à la mise bas. Qui plus est, on peut même parfois aller se déplacer à domicile pour les cas nécessaires. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous habitez à Antananarive et plus précisément même dans le quartier d'Ankadivat, à vous rendre chez Dr Adolphe, Yvette, parce qu'en fait, il fait tout, il soigne tout ce qu'il faut pour vos animaux, ils ressortiront en bonne santé, du moins, c'est ce qu'on espère. Est-ce qu'on peut passer à des cas concrets et aller voir un petit peu comment ça se passe dans les coulisses? D'accord, on y va. Les amis, aujourd'hui nous allons examiner un cas bien
peu particulier avec Dr Adolphe, puisqu'en fait, sur le chemin, avec mon équipe, pour venir ici au cabinet, nous avons trouvé un chiot abandonné et en mauvaise situation, avec une corde attachée au cou, donc on a décidé de le libérer et nous l'avons apporté ici, chez Dr Adolphe, et maintenant on va voir ce qu'il en a à dire. On a essayé de vérifier son appétit ainsi que sa capacité à boire, ok. Il boit très bien, il le mange très bien, ok. On va vérifier déjà quel est son sexe, c'est un mâle avéré. Et puis à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je peux aussi vérifier ses dents pour essayer de présenter à tout le monde, ok. Est-ce qu'il souffre d'anémie ou pas? Ok, alors là, je peux dire que ce chien, il a perdu un petit peu de sang. Ça peut être dû à divers genres de parasites. Par exemple, là, il a quelques puces, ok? Le puce, comme on le sait, il suce le sang. Et dans ce sens, ça peut expliquer en partie pourquoi est-ce qu'il a un petit peu d'anémie. Et à part ça aussi, par rapport aux dents, on peut déjà estimer l'âge. Les incisives sont carrément observables, les canines sont déjà assez élevées. Ça veut dire que ce chiot, il est à peu près vers 3 à 4 mois. Et puis à part ça, vous voyez les poils qui sont juste au-dessus, ok? Ils sont hérissés, ça veut dire que en plus d'avoir pas mal de puces parce qu'il était dans les rues, c'est tout à fait normal, ok? Je parierais qu'il a des vers. Et pour ce faire, et pour prouver qu'il a vraiment des vers, on peut lui faire un petit prélèvement de sel. Il s'agit d'un examen qui n'est pas du tout invasif, qui est indolore en plus, et qui a en plus la particularité de fournir quel est exactement les vers que souffre cet animal. Et puis après, on pourra lui-même donner les vermifuges adéquats pour faire en sorte que ce petit chiot grandisse un peu plus et surtout a un pelage un peu plus adéquat. C'est incroyable. On voit vraiment un expert qui vient de parler. J'ai même pas eu à intervenir pour poser des questions. Tout le diagnostic, tel Sherlock Holmes. J'ai envie de dire, c'est Sherlock Holmes. On a affaire ici à Sherlock Holmes. Il a tout détecté. J'ai envie de dire, allons-y, faisons cet examen non invasif pour voir quels sont les types de vers qu'il a. D'accord, ok. Déjà, nous allons prendre ce qu'est un kit de prélèvement coproscopique. Il s'agit d'un écouvillon. D'accord? Avec cet écouvillon, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit peu de prélèvement de sel, ok? Certes, c'est un peu gênant, mais c'est tout à fait indolore et c'est tout à fait non dangereux pour l'animal, ok? Et c'est avec ces sels-là qu'on va mettre un petit réactif et l'observer avec cet instrument qui est un microscope optique. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On prend le kit de prélèvement, on utilise une petite cupule. On met le sel, le prélèvement de sel au niveau de cette cupule, puis on ajoute du réactif. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On mélange bien le prélèvement avec le réactif en question, qui est une solution de Willy. C'est une solution dense qui va permettre de faire flotter les œufs des vers. Parce que dans cet examen, on ne voit pas vraiment quels sont les vers, mais on voit les œufs. Et à partir de ces œufs, on peut reconnaître quel est le vers en question. Alors, une fois fini, on jette le kit de prélèvement, on met en sorte que l'eau va jusqu'au rabord de la cupule et on essaie de récupérer les œufs des vers avec une lamelle et on attend 5 à 10 minutes histoire que les œufs flottent et ils sont recueillis par la lamelle. Très bien. Alors, docteur Adolphe, tu m'as dit tout à l'heure que ce chien semble souffrir de déshydratation. Comment tu vois ça? Alors, la déshydratation chez les animaux, contrairement chez l'homme, on peut l'observer à partir de les plus cutanés. C'est-à-dire, on essaie de tirer un peu sur la peau au niveau du dos. Si ce pli, ok, il revient exactement au même moment lorsqu'on le tire, ok, ça veut dire que le chien, il n'est pas déshydraté. Mais par contre, si on le tire et que le rétablissement de la peau se fait lentement, il y a une déshydratation. D'accord, donc là, si on lui donne de l'eau, mais qu'il ne boit pas. Un chiot peut rester sans boire pendant maximum 3 jours. Si jamais il continue à ne pas boire, normalement, il y a un souci. Mais déjà, comme premier geste, on peut faire quoi? On peut faire une perfusion. C'est-à-dire, on va lui donner de l'eau, mais en intraveineuse. Même si l'animal ne boit pas pendant cette période sous perfusion, il aura pas de souci du tout. Et la perfusion ne sera là qu'un traitement symptomatique de la déshydratation en question. D'accord, c'est pas la vraie solution en quelque sorte, hein, mais il faut vraiment analyser, encore une fois comme Sherlock Holmes, quelle est l'origine profonde du malaise, du problème.
D'accord, donc du coup, on va essayer de donner de l'eau à ce chien. D'accord. Alors, docteur Adolphe, ce chien a eu de la chance puisqu'on l'a récupéré et maintenant on va s'occuper de lui, notamment grâce à Gas Animal Aid qui va le prendre en charge. Mais si on l'avait laissé dans la rue, quelles étaient ses chances de survie? Alors, ses chances de survie, je peux dire qu'il survivra parce que c'est un chien qui s'est habitué dans la rue, d'accord? Mais la seule conséquence, c'est qu'il n'aura pas du tout une croissance optimale par rapport à ce qui est du point de vue de son potentiel génétique. Il sera moins grand, il sera toujours tout maigre, mais il survivra parce que son corps s'adaptera aux conditions environnementales auxquelles il se trouve. Ok, certes, comme l'a dit Darwin, ok, seuls ceux qui peuvent s'adapter survivent. Et je peux vous dire qu'il survivra, mais dans des conditions qui ne seront pas les plus optimales. C'est quand même impressionnant parce que ce chat est vraiment hyper parasité, à un point vraiment très élevé, hein, très important. Sans intervention humaine, il n'a pas vraiment de moyen d'enlever ses parasites. Et avec même tous ces vers qu'il a dans les intestins, il va vivre. Réponse, oui, il va vivre, mais seulement il va être un porteur de vers, il va éparpiller ses vers par rapport aux autres chiens qui tournent autour de lui. D'accord, donc ça va être un vecteur de la maladie. Ça va être un vecteur des vers Des vers, surtout. des Oui. vers, d'accord. Et par contre, comme tu le dis, il va pas avoir une bonne croissance, il va être un peu petit, un peu chétif. Mais s'il est un peu chétif, est-ce que justement ça va pas être propice au développement d'autres maladies? Et réponse, oui, ça va être propice, certes, ok, mais seulement c'est un animal qui a été élevé dans les rues. Ça veut dire qu'il aura une certaine résistance qui est différente de la résistance qu'ont les chiens qu'on élève chez nous. Mais ils ont besoin aussi de traitements pour éviter la transmission des maladies et de vers par rapport aux chiens domestiques, aux chiens que les gens élèvent chez eux. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire, docteur Adolphe, que par exemple, quelqu'un qui maintenant adopterait ce chien, pour lequel bien sûr on va lui apporter les soins nécessaires, et bien du coup, il aura moins de problèmes de santé avec ce chien, donc il aura besoin de moins l'emmener chez le vétérinaire, besoin voilà, il aura moins de choses à s'occuper au niveau de sa santé. Alors, une fois qu'on lui aura procuré les soins nécessaires, ok, il deviendra un chien tout à fait normal. Il grandira mieux qu'avant, il prendra plus d'embonpoint par rapport à son corps et il aura un pelage qui sera mieux que ce que l'on voit en ce moment-là. Il sera en termes simples mieux portant. Il sera beau, tout simplement, et plus résistant parce qu'il aura eu cette phase de rue, en fait, pendant laquelle il a côtoyé ses parasites, ses virus et ses bactéries. Donc, ça veut dire quoi, chers spectateurs? N'hésitez pas à adopter un chien qui sort d'un refuge parce que peut-être que vous imaginez que c'est un chien qui sera moins bien ou moins beau. C'est faux, il sera beau, il sera bien et il sera même plus résistant. Merci beaucoup, docteur Adolphe. On passe à la suite? D'accord. Tout à l'heure, on a fait ce que l'on appelle la colposcopie, le prélèvement de sel. On va prendre la petite lamelle, on va le mettre sur une lame porte-objet. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le prélèvement sur un microscope. Hop. On allume le microscope. Il faut enlever ses lunettes parce que ça ne marche pas avec cet appareil. Et on observe le prélèvement en question. Alors, si une chose est importante dans ce métier, Simon, c'est que avant de faire des examens complémentaires comme ceci, on a besoin de savoir l'historique de l'animal. Par exemple, dans ce chiot en question, on sait qu'il était dans les rues, d'accord? Déjà, ça nous donne une petite idée par rapport à qu'est-ce qu'il faut chercher. Et puis après, l'examen ici en question n'est qu'une confirmation. D'accord, donc en fait c'est très important de comprendre le contexte, pas uniquement regarder l'animal. Et j'imagine que ce rappel un petit peu de son environnement, ça s'appelle l'anamnèse. Oui, l'anamnèse et les commémoratifs de l'animal. On a besoin de ces informations-là parce que ça nous permet de mieux chercher quel type de vers chercher déjà d'un côté. Deuxièmement, ça nous permet aussi de savoir quel est l'objectif du microscope qu'on va utiliser parce que même les vers, on dit comme ça, vers tout court, mais ils ont des tailles différentes. Et là, ce chien, donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'on l'a pris il y a à peine 1 heure dans la rue, qui vivait à côté des ordures. Et donc tu as déjà une idée de ce qu'il peut avoir. D'accord.
comme un chien de rue, ça peut avoir surtout des strangles parce que en général, les médecins, ils ont une statistique par rapport à une épidémiologie, c'est-à-dire une étude épidémiologique qui a été déjà réalisée par rapport à ces genres d'animaux-là. On a déjà une grande vue générale par rapport à ce qu'ont les chiens de rue. En général, ils ont des toxocara, des ascaris du chien. Ils ont aussi des strangles qui sont des vers qui se situent au niveau des voies respiratoires des chiens. Ah, dans les poumons? Oui, dans les poumons, parce que on le dit pas tout court, mais en général, quand les propriétaires ils arrivent, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a leur chien qui tousse, ok? Quand le chien il tousse, c'est pas vraiment parce que il a un problème au niveau des poumons tout court, parce que des vers passent au niveau de la trachée et quand le ver il passe là, c'est dans son cycle, je vais l'expliquer tout à l'heure, ok? Le chien a tendance à tousser un peu parce que le cycle des vers, ça commence par un œuf, ok? Ils lèchent un peu partout, comme ce sont des animaux, ils ont tendance à lécher. Ça rentre au niveau de leur tube digestif, de leur estomac, puis de leur intestin. Au niveau de l'intestin, c'est ces œufs de ver, parce que ce sont des œufs, tout d'abord des larves. Ils vont passer d'abord au niveau du foie, puis après au niveau du cœur droit plus précisément, parce que là-dessus, la circulation elle est plus lente. Alors les œufs de verre, ils vont pouvoir circuler facilement. Et puis à partir du ventricule droit, ils vont passer au niveau de l'artère pulmonaire. Au niveau de l'artère pulmonaire, ils vont pouvoir passer facilement au niveau des poumons. Et une fois mûris au niveau des poumons, ils devront passer la trachée. Et au niveau de la trachée, ils vont provoquer ce symptôme que les éleveurs ont tendance à souligner, c'est la toux. Et une fois arrivés au niveau de la trachée, les vers vont redescendre au niveau de l'estomac, puis au niveau de l'intestin. Et c'est là qu'ils vont grandir et vont se reproduire. Oh là là, et ben nous qui s'imaginer en fait, simple spectateur, que le ver arrivait dans l'intestin et il faisait toute sa vie, mais en fait tu nous apprends qu'aujourd'hui il parcourt quasiment tout le système sanguin et l'organisme de l'animal, quoi. Donc c'est bien plus grave de ce qu'on pouvait l'imaginer. Et ça, c'est déjà une chose. Mais la plus importante, c'est la durée que fait le ver pour parcourir tout ce trajet. Il s'agit en général pour les ascaris, ça prend 2 semaines pour les chiots. Tandis que pour d'autres vers, ça prend 6 à 5 semaines. Et c'est à partir de ce principe que se base le protocole de vermifugation des chiens. D'accord. Alors j'ai une petite question subsidiaire pour toi. Pourquoi les œufs de ver ne sont pas digérés dans l'intestin? La réponse, elle est toute simple, Simon, parce que les œufs de verre, ils possèdent des coques qui résistent à l'acidité gastrique, ok? Parce que comme ils sont bien faits, ils sont bien moulus, et dans ce sens, ils résistent à l'acidité, ils résistent à tout ce qui attaque au niveau de l'organisme. Ça leur permet de survivre. Donc les vers aussi, eux aussi, se sont adaptés en fait. Exactement. Alors, au niveau de la coproscopie de petits chiots, alors là, je vois des œufs de strangle, comme ce qui est tout à fait normal pour les chiens qu'on trouve dans les rues. Il y a aussi surtout des œufs de Toxocara canis, qui sont l'ascaris du chien. Il y en a plein. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sont des œufs qui sont faciles à traiter. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres maladies, genre les maladies virales. Les maladies virales sont les maladies les plus pénibles pour les vétérinaires parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement efficace. Il s'agit que des traitements symptomatiques. Parfois, les propriétaires, ils se plaignent pourquoi est-ce que l'animal ne guérit pas tout le temps. Parce qu'on ne peut que renforcer son système immunitaire. Et c'est exactement le cas avec les vaccins. Il faut donner un petit peu de temps au vétérinaire pour essayer de visualiser tout le champ microscopique. Alors, vous voulez observer, Monsieur Simon? Avec grand plaisir. D'accord. Alors, voilà. Alors j'enlève mes lunettes. Ah ouais. Alors, vous voyez les petites boules qui ressemblent à des cristaux qui ont des parois à l'extérieur. Il y en a plein. Ce sont des œufs de Dipylidium caninum. Le Dipylidium caninum, c'est le fameux ténia du chien. Il est transmis par quoi? Il est transmis par les puces. Ça coïncide bien avec ce que l'on voit avec ce petit chiot qui est infesté de puces. Alors, en termes simples, on devra lui donner un vermifuge contre les ténias et des antipuces appropriés. D'accord, donc en fait les vers peuvent aussi se transmettre par les piqûres des insectes, des parasites en fait. Il n'est pas obligé de l'ingérer par la bouche.
ça mérite une petite remarque. En fait, les puces, en général, ils se nourrissent des selles des animaux. Or, dans les selles coexistent les œufs des vers. Alors, les puces, en ingérant le sel, ils ingèrent l'œuf du parasite. Et qu'est-ce qui fait l'animal quand il se gratte un peu? Quand il a un petit peu de démangeaison, il se gratte soit avec les pattes, soit il essaie de mordiller un peu. Et en mordillant la puce, il ingère les larves du ténia en question. D'accord. Le ténia, c'est bien ce qu'on appelle, nous, les hommes communs du mortel, le ver solitaire. Oui, c'est le ver plat. C'est celui qui est un peu long, hein, Oui, c'est ça? chez l'homme, c'est exactement ça. Mais chez les animaux, ça y ressemble. Mais ça a un nom différent, ça a un cycle différent. D'accord. Et combien de vers comme ça on peut trouver dans des intestins? Parce que c'est quand même grand. D'accord, déjà avec le petit prélèvement tout à l'heure, on a trouvé déjà une centaine de vers. Énormément. Et ça veut dire que dans tout le tractus intestinal, ça devrait être dans les fois 100 ou fois 1000 par rapport à ce qu'on observe au niveau du microscope. Il est donc rempli de vers en Oui. ce moment. Et c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit d'un chien qui a été trouvé dans les rues. Et quand vous trouvez un chien dans les rues, la première chose à faire, le plus facile, c'est de lui donner un vermifuge. Si possible, lui faire une petite coproscopie pour évaluer quel est le ver qu'il a. Mais sinon, vous allez quoi? Lui donner un vermifuge classique. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant le danger pour l'homme? Est-ce qu'on peut ingérer ces œufs? D'accord, ok. Déjà, j'ai parlé tout à l'heure de Toxocara qui est l'ascaris du chien. L'ascaris du chien se transmet à l'homme, oui, mais normalement, les adultes, ils se lavent les mains en touchant les animaux. Normalement. D'accord? Oui, Normalement. mais pour les enfants, c'est pas le cas. Les enfants, ils sont à risque de développer des vers qui sont transmis par les chiens. Oui, c'est vrai, ok, mais seulement, ça n'arrive jamais si vous vermifugez habituellement, périodiquement votre animal. Est-ce qu'un spray, tu sais, les sprays hydroalcooliques là, qu'on utilise généralement pour les virus comme le Covid, est-ce que ça peut tuer ces œufs ou ça n'a aucun effet? Il faut vraiment se laver les mains au savon. D'accord. Normalement, je conseille surtout de laver au savon parce que l'œuf de verre, il est collé au niveau de la main. Il s'agit des œufs qui mesurent 100 micromètres, voire 75 micromètres, parfois même 30 micromètres. Ça veut dire que c'est 10 fois moins visible que la taille d'une fourmi. C'est invisible à l'œil nu. Alors, je conseille surtout de laver avec du savon. Donc C'est bien frotter, hein, et Oui. bien. En fait, il faut les décoller, quoi, tout Oui, simplement. voilà. C'est pas comme un virus qu'on tue avec un peu d'alcool. Oui. Là, faut enlever l'œuf qu'on ne voit pas. Exactement. Alors, comme on le dit toujours, c'est toujours bien d'être hygiénique. Alors, il faut se laver la main. Je vous le conseille. Propriétaires, même les gens qui ne sont pas propriétaires, c'est toujours bien de se laver la main. Il n'y a pas de mal à cela. Voilà. Sur ce conseil, on va continuer. D'accord. Alors, docteur Adolphe, tout à l'heure, tu nous disais que, en fait, ce qui est difficile pour un vétérinaire, c'est de traiter les virus. D'accord? Mais pour cela, il existe une solution, ce sont les vaccins. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, d'accord. Alors, en général, les animaux, les chiens, les chats, ils sont atteints de quelques virus. Par exemple, chez les chats, c'est le virus de la panleucopénie féline ou encore le virus de l'immunodéficience féline. Et chez les chiens, en général, ce sont les gastroentérites hémorragiques d'origine virale, qui est le fameux parvovirose. Okay? Il est tellement vrai qu'il est plus facile de prévenir que de guérir. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter cette maladie-là? Quand l'animal il est encore sain, d'accord, on le vaccine. Une fois vacciné, l'animal aura une certaine immunité contre la maladie en question. Et ça va faciliter d'un coup le traitement du vétérinaire. Et deuxièmement, ça va être mieux pour l'animal parce que son pronostic vital ne va pas être engagé par rapport à la maladie en question. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il s'agit de Goliath, ok? Il s'agit d'un Beagle, ok? Adulte. Alors, ils viennent tous les ans pour faire leur vaccination. Parce que c'est un chien adulte, on va lui faire le vaccin contre la rage, qui est un vaccin annuel. Alors, il s'agit d'un vaccin que l'on injecte en sous-cutané. D'accord? Goliath, c'est un chien qui est tranquille, il n'y aura pas de souci. On va le lui injecter en sous-cutané au niveau du dos. Tout d'abord, on va désinfecter l'endroit. Et puis, on va administrer le vaccin. Ça ne prend même que 3 secondes. Hop là. Vous voyez, l'animal, il a même pas mal. Donc, docteur Adolphe, hein, tu nous l'as bien expliqué, c'est très important de faire ces vaccins parce qu'une fois que le chien est atteint de la maladie, ça devient très difficile de le guérir. Donc, il faut prévenir la maladie. Et c'est aussi très important de faire les rappels
comme ce propriétaire de chien qui est sérieux et qui s'en rappelle, alors c'est vrai que moi un jour j'ai oublié de faire un rappel et j'ai une chienne qui est morte de la leptospirose. Du coup, j'ai créé un logiciel qui s'appelle CProtect et vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit, ça fait les rappels de vaccination, comme ça vous n'oublierez jamais d'emmener votre chien chez votre vétérinaire. On passe à la suite ? D'accord. Alors, docteur Adolphe, tu peux nous montrer comment administrer un vermifuge à son chien ? Alors, administrer un vermifuge à son chien, il y a plusieurs moyens de le faire en fait. La plus facile, c'est de le mettre dans sa nourriture, il n'y a pas de souci. Et si jamais votre chien il est un peu plus malin, on peut le poudrer et le mettre dans une boulette de viande. Alors tu dis ils sont un peu plus malins, ça veut dire que les chiens naturellement ne veulent pas avaler cette pilule ? Parce que parfois, il y a des chiens qui sentent l'odeur, or ils ont un flair qui est plutôt aigu, alors ils vont pas du tout le manger. Dès qu'ils sentent, surtout quand ils sont habitués, parfois, plus on leur donne, plus ils sont malins et plus ils les mangent pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le transforme en poudre, on l'insère très bien dans une boulette de viande et on les leur donne, Si jamais ça ne marche pas encore, et qu'est-ce qu'il faut faire? On peut aussi le transformer en poudre, le mettre un petit peu d'eau, l'aspirer dans une seringue et le mettre dans la bouche de l'animal, dans sa gueule. Ou sinon, le dernier moyen de le faire et qui est le plus efficace, c'est de le mettre tout de suite dans la gorge, On les serre bien au fond de la gorge, histoire qu'il ne régurgite pas le médicament et dans ce sens, toute la totalité du médicament va être administrée, il n'y aura même pas de perte, ce qui est facile pour certains chiens et aussi très efficace. Ça permet d'éviter les pertes en termes de médicaments. Donc si le chien en fait se laisse suffisamment faire, vous ouvrez la gueule du chien, vous n'ayez pas peur, normalement c'est votre chien donc il ne devrait pas vous faire du mal, vous prenez la pilule et vous l'enfoncez, et il l'ingurgite. C'est tout à fait Est-ce qu'il faut ça. après surveiller quand même qu'il ne le rejette pas ou une fois que c'est dans l'estomac, c'est dans l'estomac? Si on l'a bien fait, il ne le rejette jamais. Si on l'a mal fait, il le rejette dans les 5 à 10 secondes. Après, d'où une petite surveillance s'avère nécessaire. D'accord. Merci beaucoup docteur Adolphe. Je vous en prie. Alors pour faire la démonstration justement pour administrer un vermifuge à un chien, on va reprendre notre petit show que nous avons trouvé dans la rue et on va t'écouter docteur Adolphe. Alors, d'accord, on va le vermifuger, on va lui donner le comprimé du vermifuge correspondant au verre qu'on a trouvé par rapport aux examens microscopiques, coproscopiques pour être plus précis. On va d'abord prendre l'animal et on va le peser. On va savoir exactement combien il pèse. Alors là, c'est affiché 1,5 kg. D'accord? Est-ce que c'est normal déjà? D'accord, pour un chiot qui pèse, qui est âgé de 3-4 mois, c'est tout sauf normal. Ah bon? Parce que normalement, il devrait peser dans les 5 kilos. Ah oui, Et donc il ne il pèse est, qu'un kilo il est 500. carrément 3 fois plus léger de ce qu'il devrait être en fait. Et ça correspond exactement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les vers, quand ils sont en quantité exagérée, ils ont tendance à décroître la croissance de l'animal. Est-ce qu'il va pouvoir rattraper ce retard de croissance ou pas du tout? Réponse, une fois donné le vermifuge et traité correctement, il va faire ce qu'on appelle une croissance compensatrice. Il va rattraper le poids qu'il a perdu. Certes, il ne va pas rattraper tout, mais dans la majorité des cas, il va peser plus que ce qu'il pèse lorsqu'il n'a pas été vermifugé. Très bien, docteur. D'accord, Alors, vermifuge pour 1,5 kg, on va lui donner maintenant, 10 kilos, 5 kilos, c'est cette quantité-là, Alors là, hop là. On ouvre grand bien sa bouche, on lui donne, et voilà. C'est fait, C'est on tout. attend 5-10 secondes et s'il ne le régurgite pas, c'est que c'était bon. D'où c'est facile et la totalité du médicament est administrée au sein de l'organisme de l'animal. C'était une très belle démonstration, docteur Adolphe. On te remercie tous. Alors, chers spectateurs, on se trouve maintenant dans une pièce assez particulière. Est-ce que tu peux nous la présenter?
Alors c'est ici que l'on traite les cas difficiles. Ça veut dire que parfois il y a des animaux qui ont besoin d'un peu plus d'approfondissement en termes de quelle est la raison de sa maladie, quelle est la vraie cause. Alors quand ça a lieu, on arrive dans cette salle où on fait les petites analyses, par exemple des prélèvements de sang. Certes, on ne peut pas le faire au cabinet parce que pour le faire, il faut des automates. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On est en collaboration avec d'autres cliniques comme la clinique universitaire vétérinaire en Batoubé. Okay? On leur envoie le prélèvement et puis après, on fait leur interprétation. Et après, on dit au propriétaire telle et telle la cause de la maladie. Parce que parfois, avec le prélèvement de sang, on peut savoir et le nombre des globules rouges et le nombre des globules blancs, les paramètres biochimiques comme la LAT et la ZAT. Ça permet de savoir si leur foie est en souffrance ou pas. Et pareil pour tout ce qui est rein, on peut les vérifier. Ça veut dire que toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses que l'on voit à l'œil nu, que l'on peut tout de suite définir en clinique, c'est-à-dire au chevet de l'animal, juste sur la table. On a besoin d'un peu plus d'examen pour savoir exactement quelle est la cause de l'animal. Et ce que je tiens un peu à souligner par rapport aux propriétaires, c'est que parfois il y a des maladies qui sont un peu plus difficiles à diagnostiquer et aussi un peu plus difficiles à résoudre, surtout à traiter. Ça veut dire que dans la majorité des cas, il y a des animaux qui arrivent au cabinet, on les soigne, on les traite, ils sont guéris. Mais il y a quelques cas, lorsque le propriétaire il est un peu malchanceux, je dirais, ok, l'animal attrape une maladie grave. Ok, par rapport à cette maladie, déjà le diagnostic est un travail en soi parce que on a besoin parfois des jours ou même parfois des semaines pour arriver à déduire quelle est vraiment la cause de la maladie en question. Et je parle même pas encore du traitement. Parce que pour vraiment traiter, il faut d'abord savoir quelle est exactement la cause de la maladie de votre animal. D'accord. Alors, en conclusion, quand même, c'est ce qui signifie que savoir et bien comprendre ce qu'a l'animal, ça peut prendre dans certains cas beaucoup de temps. C'est pas 15 minutes. Oui, ça ne fait pas juste qu'une consultation. Il faut étudier les cas, il faut réviser toute l'historique de l'animal. Et aussi, on compare cet historique-là avec les résultats des examens. Et c'est la réunion des examens plus l'historique plus l'examen clinique de l'animal. Et c'est cet ensemble qui va permettre de donner une suspicion diagnostique. Et après, c'est après cela qu'on peut faire le traitement. Et même avec le traitement, il y a des contre-visites pour évaluer de l'efficacité du traitement. Parce que si le diagnostic est bon, l'animal sera guéri. S'il n'est pas bon, on réadapte, on réajuste le traitement. Parce que les animaux ne sont pas, ils ne peuvent pas parler. Ça va être le rôle du propriétaire pour informer le vétérinaire par rapport à l'évolution du traitement. Ce qui est crucial parce que parfois il y a des propriétaires qui ne disent même pas quel est le problème avec leurs animaux. On leur demande quel est l'âge de leur animal, ils ne le savent même pas. Ça, c'est difficile. Ça veut dire que, en tant que vétérinaire, je voudrais bien solliciter les propriétaires par rapport, si jamais ils ne le savent pas, au moins, il faut laisser à une personne qui sache par rapport aux informations concernant le chien pour le traiter. Parce que c'est essentiel. L'animal ne parle pas. Le propriétaire, il va être son avocat. Absolument. Donc, propriétaire, vous avez un rôle déterminant dans les soins qui vont être apportés à votre animal. Est-ce que tu peux nous donner un cas concret, complexe, que tu as résolu dans cette pièce du Sherlock Holmes? D'accord. Il y a eu un cas, c'était un cas de diarrhée chronique. Il y avait un chiot qui était âgé de 4 mois, c'était une race Boer Bull. Le propriétaire est venu se plaignant que son animal avait de la diarrhée nauséabonde pendant déjà plus de 2 mois, ok? Et il se demandait pourquoi est-ce que ça arrivait, parce qu'il vermifugeait tout le temps son animal. Il n'y avait pas de souci de ce côté, la copropriété négative par rapport au ver classique. Et qu'est-ce qui s'était passé par la suite? Il s'avérait que c'était à la fin de l'examen de l'animal que on a su que cet animal-là avait l'habitude de manger des crottes de poule. Et cette information-là nous a permis de chercher quoi? C'était des cas de coccidiose. On a cherché dans les selles les coccidioses en question. Ça nous a aidés. Et après, on a mis le traitement et 2 jours après le traitement, l'animal était guéri, il a cessé de faire des selles molles, d'où l'importance capitale de l'information par rapport au propriétaire, ce qui nous permet de guider aux examens complémentaires que l'on va faire. Et donc, on voit ce travail méthodique, minutieux, d'analyse et d'anamnèse, et qui finalement, lorsqu'il est bien fait, que le diagnostic est bien posé,
la solution est rapide, juste 2 jours. Alors, j'aimerais quand même, une petite dernière chose, il ne faut pas que les chiens mangent les crottes de poulet. Ils peuvent le manger, sauf ils vont avoir un ver assez particulier, la coccidiose, qui n'est pas traitée avec les vermifuges classiques que l'on effectue habituellement. Il existe un autre traitement pour ce genre de cas. Et ça va être à base d'anticoccidiose. Il faudra en parler avec votre vétérinaire. Impeccable. Merci beaucoup, docteur Adolphe. Je vous en prie. Chers spectateurs, nous arrivons au terme de ce très intéressant reportage en compagnie de Dr Adolphe. Et avant de terminer, je vais te laisser un dernier mot pour nos spectateurs. D'accord, merci. Alors, je ne saurais finir cette présentation sans prêter cette citation de Frédéric Lenoir stipulant que la grande ambition qui doit guider le monde, c'est de développer le meilleur de soi-même. C'est se transformer pour atteindre un état de paix, de joie intérieure que rien ni personne, ni même la mort ne pourra atteindre. C'est être la meilleure personne possible et aider les autres en apportant sa petite pierre à la construction du monde. Et bien, sur cette magnifique citation, il est temps de se séparer, les amis. À la prochaine! Oh, we are all